Mercredi 26 octobre 2022, bonsoir à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition, les titres du journal. Le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenu ce jour sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs points ont été abordés et d'importantes décisions ont été prises. À suivre dans cette édition, la quintessence des échanges issus du Conseil des ministres. Le jeudi 26 octobre 1972, le Dahomey, alors appelé enfant malade de l'Afrique, en raison de la forte instabilité politique qui caractérisait le jeune État, enregistrait son 5e coup d'État réussi et qui a favorisé l'avènement au pouvoir de Mathieu Kérékou. 50 ans après cet événement historique chargé de sens et d'émotion, les Béninois s'en souviennent. À suivre dans cette édition le dossier de la rédaction à ce sujet. À compter du vendredi 28 octobre au 2 novembre prochain, la Commission électorale nationale autonome Sénat va enregistrer le dépôt des dossiers de candidature pour les élections législatives de janvier 2023. Selon le secrétaire général de la Cour constitutionnelle, les dossiers de candidature doivent être conformes aux dispositions de la Constitution et celles du Code électoral. Plus de détails dans ce 19h. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Démarrons cette édition par les grandes décisions issues du Conseil des ministres de cette semaine. Au titre des mesures normatives, le Conseil a décidé ce mercredi de la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote un projet de loi relatif au crédit bail en République du Bénin. Dans le registre des communications effectuées, on note la réhabilitation et l'aménagement des voies d'accès et de traversée de Cotonou, puis la réalisation de la mission en vue de l'exécution de divers travaux dans les 5 villes du Grand Nokoué. Aussi, le recrutement de 100 auditeurs de justice au titre de l'année 2022. Le plafonnement des prix de certains produits de première nécessité sont également des décisions prises en Conseil des ministres. En ce qui concerne les mesures individuelles, le Conseil a procédé à des nominations au ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Nous y reviendrons en images et sons dans nos prochaines éditions du journal. Dans le domaine de la politique, les partis politiques vont prendre d'assaut la Commission électorale nationale autonome Sénat dès le vendredi 28 octobre 2022 pour déposer les déclarations de candidature. Ceci dans le cadre des élections législatives de janvier 2023. Les dossiers doivent être conformes aux dispositions de la Constitution et du Code électoral. Lors d'une récente rencontre à la Sénat, Gilles Badé, secrétaire général de la Cour constitutionnelle, a rappelé aux acteurs impliqués dans l'organisation des élections le contentieux des candidatures en matière de législation. On distingue ici le contentieux de la déclaration de la candidature, c'est-à-dire du dossier de candidature, et le contentieux de l'éligibilité. Autrement dit, le contentieux des pièces à fournir et le contentieux des conditions à réunir personnellement pour être accepté comme candidat. D'abord, le contentieux de la déclaration de candidature, c'est-à-dire des pièces.
Pour toutes les élections au Bénin, une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats afin de permettre à la Sénat, organe réceptionnel des dossiers de candidature, de vérifier que les candidats remplissent les conditions requises pour être électeurs et éligibles et que les pièces demandées sont également fournies. C'est à cette double condition que le dossier de candidature sera retenu. En matière d'élections législatives, 2 dispositions du Code électoral semblent être le siège du contentieux pouvant s'élever à cette occasion. Il s'agit d'une part de l'article 43 du Code électoral, d'autre part de l'article 172 du même Code. Il faut être attentif pour constater que dans le premier cas, il s'agit des hypothèses de rejet et dans le deuxième cas, des hypothèses de refus d'enregistrement. Par rejet, on entend que la candidature ou la liste a été reçue, enregistrée et c'est en cours d'examen que la Sénat s'aperçoit, après étude donc, que ça ne remplit pas les conditions requises. Alors que le refus d'enregistrement a lieu même au moment du dépôt. Il convient de rappeler ici que c'est vrai aujourd'hui avec la possibilité donnée à la Sénat de donner 72 heures pour que les pièces soient complétées, le refus d'enregistrement perd de son actualité. Néanmoins, il est toujours prévu par la loi. Il convient de rappeler ici que selon les dispositions de l'article 41 du Code électoral, auquel il faut ajouter les dispositions de l'article 168 à 171 du même Code, 50 jours avant l'ouverture de la campagne électorale, soit 65 jours avant le scrutin, les candidats titulaires et suppléants présentent une déclaration en double exemplaire revêtue de leur signature et portant l'engagement que tous les candidats et leurs suppléants remplissent les conditions d'éligibilité. En fait, dans la pratique, l'article 41 du Code électoral prévoit plusieurs étapes. Quand le dossier est déposé, avec les pièces prévues, la Sénat délivre un récépissé provisoire comportant un numéro d'enregistrement. La loi donne 8 jours à la Sénat, après cette délivrance de récépissé provisoire, pour statuer sur la validité des candidatures. La loi précise, en cas d'insuffisance constatée, la Sénat les notifie aux candidats ou aux partis politiques concernés et l'invite à y remédier dans un délai de 72 heures ouvrables à compter de la date de la notification. Pour les élections législatives ou communales, les corrections à apporter ne peuvent en aucun cas concerner l'ordre des candidats sur la liste. En tout état de cause, aucun changement de candidat n'est autorisé, sauf en cas de décès ou d'une même candidature sur plusieurs listes. À l'expiration du délai de 8 jours, prolongé le cas échéant de 72 heures ouvrables, la Sénat délivre un récépissé définitif de validation de candidature aux candidats ou aux partis concernés et publie leur liste. Un aspect particulier du contentieux de la déclaration de candidature porte sur les logos, c'est-à-dire couleurs, emblèmes et signes. L'article 171 du Code électoral règle la question en disposant « Si plusieurs listes adoptent la même couleur, le même emblème ou le même signe, la Sénat statue dans un délai de 8 jours, soit en accordant la priorité du choix à la liste qui a été déposée la première, soit en accordant la couleur ou le signe à la liste qui en est traditionnellement dépositaire. » Fin de citation. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, 26 octobre 1972, 26 octobre 2022. Cela fait exactement 50 ans que l'armée a pris le pouvoir en République dahoméenne, actuelle Bénin, par un coup d'État afin de dissoudre le Conseil présidentiel ainsi que l'Assemblée nationale. Le feu général Mathieu Kérékou, commandant à l'époque, a pris la tête du nouveau gouvernement. Je vous invite à suivre dans un premier temps un récit qui retrace cette journée du 26 octobre 1972 et les fondements du dit coup d'État, une signature de Abdelkader Achiro. Le jeudi 26 octobre 1972, l'armée prend le pouvoir en République du Dahomey et dissout le Conseil présidentiel ainsi que l'Assemblée nationale. Ce jour, le chef de bataillon Mathieu Kérékou prenait le pouvoir. Cet acte décisif qui a mis fin à plus d'une décennie d'instabilité ouvrait la voie de la révolution au Dahomey, lequel finira par être baptisé Bénin. Le nouvel homme fort et les membres de son équipe ont su imposer leur autorité avant qu'elle ne s'essouffle en 1989 avec l'avènement de la démocratie. Jeudi 26 octobre 1972, à 14h30, le régime du Conseil présidentiel
avec son monstre à 3 têtes, est renversé. La station de radiodiffusion et le palais de la République sont investis par l'armée, désormais maîtresse de la situation. À 15 h, le nouvel homme fort fait une proclamation. Celle-ci rappelle les circonstances qui ont amené le gouvernement militaire révolutionnaire, GMR, à prendre le pouvoir. Dans la proclamation lue par le chef de bataillon Mathieu Kérékou, le nouvel homme fort y dénonce la primauté des intérêts personnels au détriment de ceux des masses, l'injustice et l'arbitraire érigés en règle de gouvernance, le virus de la division ayant atteint l'armée et le constat de faillite du Conseil présidentiel. Pour lui, l'armée consciente de ses devoirs et de ses responsabilités, après ce constat, a été amenée à décider dans l'intérêt supérieur du Dahomey, actuel Bénin, à abroger l'ordonnance numéro 70-34 du 7 mai 1970 portant charte du Conseil présidentiel, la dissolution du dit Conseil et de son gouvernement, la dissolution de l'Assemblée consultative nationale, des conseils consultatifs départementaux et urbains, des comités de vigilance et de réconciliation et l'abrogation de l'ordonnance numéro 70-42-CP-DN du 24 juillet 1970 portant organisation générale de la défense nationale. La révolution a été caractérisée par des décisions et actions fortes qui ont marqué le pays. Dès qu'il a accédé au pouvoir, le GMR a édicté des communiqués. Le samedi 28 octobre 1972, la une de Dahou Express, éditée à l'époque par l'Établissement national d'édition de presse, ENEP, l'ancêtre de la nation, a annoncé les couleurs. Toute décision prise à la date du 26 octobre 1972 par une autorité autre que le gouvernement militaire révolutionnaire et concernant le recrutement, l'affectation et l'avancement d'agents de la fonction publique sont nulles et de nul effet. Le même sort, rapporte le communiqué dans un deuxième alinéa, frappe toutes les décisions prises dans les mêmes conditions et tendant à une régularisation quelconque de la situation des agents de l'État. Les passations se sont déroulées dans la convivialité avec une certaine cordialité, semble-t-il. Le premier conseil des ministres s'est tenu, le chef de l'État recevant les membres du corps diplomatique en audience, en présence des membres du GMR, les a rassurés de son engagement à respecter les biens, les personnes et les accords internationaux conclus avec leurs pays respectifs. Le GMR a invité toutes les forces vives et autres composantes de la nation à faire des propositions et suggestions dans le cadre de l'élaboration d'un programme de développement intégral et populaire qui sera appliqué par le gouvernement militaire avec le concours direct et la participation effective de tous les travailleurs de la nation. Pour le chef de l'État, Mathieu Kérékou, l'exemple de patriotisme sera désormais donné par le gouvernement. Les forces vives du pays étaient conviées à apporter leur concours direct et leur participation effective au programme que le GMR entendait mettre en œuvre. La devise qui était répandue à travers le pays était désormais de compter sur ses propres forces, les ressources réelles dont disposait le pays. Les directives données étaient suivies à la lettre. Mieux, le système de gouvernance à la base avait permis de réduire les complots, permettant au pays de connaître une stabilité sur le plan politique. Du coup, le Bénin avait perdu son triste statut d'enfant malade de l'Afrique. Le pays avait connu une stabilité certaine. Certains cadres et autres personnalités ont collaboré et adhéré au mouvement élan de redressement impulsé par le GMR. Le président Mathieu Kérékou a dû donner un certain contenu à l'unité nationale. L'opinion publique a pu se rendre compte des brassages heureux qui ont ponctué ces 17 années de régime militaro-marxiste. Les tâches reprochées au Conseil présidentiel se sont progressivement corrigées. Parlons toujours de cette actualité liée à la commémoration des 50 années d'historique coup d'État du 1972. Une équipe de la rédaction de ZAE Télévision s'est rapprochée de quelques citoyens béninois afin de recueillir leurs souvenirs de cette date. Ils s'expriment au micro de Quentin Amosso et Aneldo. C'est la date du déclenchement de la révolution marxiste-léniniste. Ayant devant notre grand camarade de lutte, Mathieu Kérékou. La révolution du 26 octobre 1972, déclenchée par les jeunes cadres
et haut cadre militaire de la République populaire du Bénin, mais c'était la République du Dahomey. À 14h30, les chars d'assaut conduits ayant à sa tête le capitaine Akpo Philippe faisaient triomphalement leur entrée au palais de la Marina, où le conseil présidentiel que nous appelons à l'époque monstre à 3 têtes était en pleine réunion. Alors là, le gouvernement militaire révolutionnaire les a eus. J'étais encore écolier au cours primaire de l'école publique de Boycon, au cours primaire de Boycon. Et si je ne me trompe, c'était le 26, c'était un mercredi. Et comme nous étions habitués au coup d'État, généralement quand les gens viennent d'évincer ou bien d'enlever un régime, ce qui annonçait l'événement, c'était la musique militaire. Donc dès que vous entendez on sait déjà que bon, quelque chose d'autre s'est encore passé dans le pays. Donc révolution de d'ailleurs, vous avez voir une révolution, on met bien à l'eau, et ouais que les coups hein, bon tant y en a mais on y a le prévision, le village il est mais non les toglés, non les toglés vous voyez nous, nous non les drégétons, mais non les CA ton vous voyez nous, il y a aussi à vous mais ouais non vous voyez nous, en comment dire, donc révolution est hein, bon bien à l'eau. En réalité, on devait faire des cérémonies hein, en l'hommage du 26 octobre. Je ne sais pas pourquoi les gens ne font pas. Les 3 cerveaux pensants étaient Michel Aïkpe, capitaine, béret rouge, Janvier Assogba, capitaine, béret noir, Akpo Philippe, béret noir, chargé du matériel de la garnison de Ouida. Mathieu Kérékou, commandant, chef d'état-major général adjoint. Colonel Allé, chef d'état-major général de toute l'armée. L'armée de terre, parce qu'il n'y avait pas l'armée de l'air à l'époque. Oui, les 3 dont j'avais précité étaient les cerveaux pensants. C'est eux qui ont initié l'idée. Mais on ne peut pas faire un coup d'État sans associer le chef d'état-major général et son adjoint. Allez, ayant déjà fait ses preuves en 1967, les jeunes cadres ont dit, cette fois-ci, nous allons confier le pouvoir au commandant Mathieu Kérékou, qui était un homme intègre, un haut cadre de l'armée, qui avait eu son diplôme de guerre en 1970. Nous avions plein de politiciens qui avaient l'ambition de gouverner, chacun à sa façon, ce qui fait que et les militaires aussi avaient envie de goûter à la chose. Ce qui fait que rapidement, soit c'est aller, soit c'est condoter, soit c'est... Et nous étions pratiquement habitués au coup d'État. De réunion en réunion, le 25 mercredi, ils étaient partis à la réunion et Mathieu Kérékou a intimé l'ordre, dit bon, personne ne sort, c'est pour éviter la fuite. Si nous sortons demain, nous allons les prendre. Et ça a marché. Et le gouvernement militaire révolutionnaire, le GMR, a pris les pouvoirs. Il y a eu passation de service en même temps, ce 26 octobre. Ce que ça a amené, c'est la stabilité.
tout ce qu'on a obtenu de là, c'est la stabilité. Maintenant, à côté de la stabilité, ce qu'on a perdu, c'était la parole. Nous avons vu les Wawa Thérèse, la Bangbata, mener la lutte au campus. Nous étions élèves et les mots d'ordre venaient pour la grève. On grèvait beaucoup en ce moment. Et Dieu sait comment ceux-là opéraient pour nous faire parvenir les tracts. Et quand nous on recevait les tracts, on se mettait en mouvement. C'est vrai que Kérékou a réussi à stabiliser le pays, mais lui-même, il en a eu son pour son compte. Oui, les mots quoi bosser à Zoéwa. Oui, les démocratie. À comment dire, les mots quoi qu'on vienne à Zoéwa. La branche ne se cassera pas dans les bras du caméléon. Le Dahomey sera dirigé et commandé sagement par le gouvernement militaire révolutionnaire. C'était son discours. Je gagne 15 francs. C'est ma solde. Elles me suffisent. Mais je veux que tu saches, peuple béninois, qu'il y a eu dans ce pays 3 hommes, 3 politiciens qui gagnaient chacun inutilement 25 francs par mois. Désormais, ces 75 francs resteront dans les caisses de l'État. Je ne te le demande pas pour des fins personnelles. On parle société à présent. La menuiserie est un métier qui consiste à construire des ouvrages de taille relativement petite par la mise en forme et l'assemblage de menus pièces de bois. À Cotonou, les acteurs de ce métier sont légion et offrent de multiples services. Mais ce métier expose ses acteurs à des risques d'ordre sanitaire. Dans l'élément à suivre, nous allons en immersion dans le quotidien d'un menuisier dans la ville de Cotonou. Une réalisation signée Francis Farami. Derrière ce bruit et la dextérité de ses gestes se cache une silhouette, celle de Kevin. Lui, c'est un menuisier, mais pour fabriquer cette table, chaises et bancs, Kevin fait appel à certains outils. Il y a le meule, et puis le circulaire, et scie sauteuse et le téfonceuse aussi. Marteau aussi, tenaille, arrache-clou, mètre, avec les machines qu'on utilise pour poincer. Bon, en coupant le bois, on utilise le circulaire. On coupe le bois avec ça. En finissant, si on finit, on fait le truc là, on met le col avec du clou. En plus ça, on pose avec le machine qui s'appelle meule. On pose avec ça, on va poser ça avec ça. Utiliser ces différents outils expose Kevin et ses collègues à des risques de santé. Pour notre santé, si on en a posé ça, on n'arrive pas bien souffrir quand on est obligé de prendre les pics ou bien pommes, fruits. Si on mange ça, donc ça revient de la poussière, ça sort de la bouche pour nous. Dans ces conditions, il y a un besoin de se protéger. C'est ça, on porte des chapeaux, on marche longue et on porte aussi cache-nez aussi. Cache-nez quoi. Mon cache-nez c'est gâté, bon, c'est pour ça que je mets ça là pour fermer mes nez et puis ma tête aussi. Toutefois, accéder au titre de menuisier implique au moins 5 années d'apprentissage. Spiritualité, dans cette édition, nous nous intéressons au culte dit des ancêtres. L'instructeur Euseb Arwanjinou défend que l'on ne peut vouer un culte à tous les ancêtres. À ce propos, je vous invite à suivre un extrait de son opinion. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. Alors, quand on parle de la primaire des ancêtres, nous avons d'abord le mot man, qui est issu d'un ancien mot égyptien appelé Imana, qui veut dire simplement indice capacitaire, ou qui veut dire simplement potentiel capacitaire, ou qui veut autrement dire aussi, je dirais, la mémoire. Nous sommes d'accord? Donc, quand on parle de la mémoire d'une chose,
c'est l'indice capacitaire, c'est le discours, c'est même le potentiel, c'est la force capacitaire d'une chose. Nous sommes d'accord? Maintenant, chaque âme a sa mémoire. Chaque âme a son indice ou a son potentiel ou a sa force capacitaire. Est-ce que vous comprenez? Donc, après le départ de cette âme de ce monde, cette force capacitaire ou cet indice capacitaire peut être une source d'inspiration pour ceux qui sont vivants. C'est là qu'on a dit quoi? Quand on parle du monde des ancêtres, le monde des ancêtres, c'est la mémoire des ancêtres. Est-ce que vous comprenez? C'est l'indice ou bien c'est le disque ou même c'est le potentiel capacitaire des ancêtres. C'est la mémoire des ancêtres. Vous voyez? Et selon la tradition africaine, même depuis l'Égypte antique, les anciens n'installaient pas dans, je dirais, le sanctuaire de la mémoire des ancêtres, n'importe quelle mémoire d'un ancêtre. Non. Il y a une différence entre le culte offert au moment des ancêtres et le culte fait aux ancêtres. Le culte fait aux ancêtres est une aberration. Est-ce que vous comprenez? Par contre, le culte fait à la mémoire des ancêtres est quand même divin. Parce que d'abord, selon la tradition spirituelle authentique, ce n'est pas la mémoire de n'importe quel ancêtre qu'on met dans ce sanctuaire-là. Est-ce que vous comprenez? Souvent, c'est ceux qui ont été des héros, ceux dont leur passage ont été utiles à l'évolution de l'humanité. C'est ces gens-là, c'est leur mémoire qu'on conserve dans ce cercle secret qu'on appelle le monde ou la chambre, le sanctuaire du monde des ancêtres. Afin que tout le temps, lorsque nous fassions, quand on va faire référence à cette sanctuaire, quand on va implorer la mémoire de ces ancêtres, que ça peut être une source d'inspiration pour ceux de vivants. Est-ce que vous comprenez? Je vais donner des exemples. Toute votre vie est d'abord résumée dans votre mémoire. Vous êtes d'accord? On peut retrouver les atomes de votre existence ou de votre vie dans votre mémoire. Et ça, si vous comprenez. Lorsque quelqu'un a été un brigand dans sa vie et vous conservez sa mémoire, dites-moi, lorsque les gens vont vouer des cultes à cette mémoire, en quoi cette mémoire sera une source d'inspiration pour les gens, pour ceux vivants? Est-ce que ça c'est une source d'inspiration à la haute et je dirais criminalité ou quoi? Donc voilà pourquoi ce n'est pas la mémoire de n'importe, c'est pas le monde de n'importe quelle âme que nos anciens prenaient pour constituer le monde des ancêtres. Donc le monde des ancêtres, le monde de nos ancêtres, c'est pas n'importe quelle mémoire. Est-ce que vous comprenez? Voilà ce que ça veut dire. C'est le culte offert au monde des ancêtres est divin. Et la métaphysique qui se cache, voilà, qui se cache que par contre, les cultes offerts ou les cultes voués aux ancêtres, c'est là qu'il faut, c'est ça là qu'il faut ignorer, c'est ça là qu'il faut boycotter. Hors de nos frontières, la page internationale de ce mercredi 26 octobre 2022 est un condensé des actualités au Burundi, en Centrafrique, en Italie et en Irak. Une réalisation de Nansrine Fatoumbi. Au Burundi, l'Union européenne a officiellement levé ce mardi 25 octobre 2022 les sanctions imposées en 2015 à l'encontre de 3 Burundais. Ils étaient accusés d'avoir commis des actes de violence ou d'avoir empêché la recherche d'une solution politique suite aux manifestations entamées après l'annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza à l'élection présidentielle. Pour l'Union européenne, le gouvernement burundais a donné des gages et la situation s'est améliorée dans le pays avec par exemple la libération des défenseurs des droits de l'homme. Restons toujours en Afrique, le président centrafricain Faustin Touadéra a mis fin aux fonctions de la présidente de la Cour constitutionnelle Darlan Daniel par décret pour empêchement définitif à la suite de sa mise à la retraite de la fonction publique. Doyen de la faculté de sciences juridiques et politiques de Bangui a convoqué une assemblée générale pour le vendredi prochain consacrée au remplacement de la représentante des enseignants du supérieur à la Cour
constitutionnelle. Saisis par l'opposition, les juges de la Cour constitutionnelle doivent très prochainement se prononcer sur la constitutionnalité de ce processus. En Italie, après son entrée en fonction, la nouvelle première ministre italienne Giorgia Meloni a présenté ce mardi 25 octobre aux députés le programme de la coalition de droite composée des Fratelli d'Italia, de la Ligue et de Forza Italia. Ce jour mercredi 26, elle se présentera devant le Sénat. Quand son programme aura été approuvé par les deux chambres, le gouvernement sera officiellement en fonction. Depuis son succès électoral, elle insiste toujours dans ses rares déclarations sur la responsabilité du nouveau gouvernement à un moment difficile pour l'Italie. Elle annonce même maintenant une collaboration constructive avec l'Union européenne. En Irak, 3 ans après le soulèvement populaire d'octobre 2019 qui appelait à un changement de régime, les Irakiens ont commémoré ce 25 octobre la journée la plus sanglante de ces manifestations. Un rassemblement a été organisé à Bagdad. Certains accrochages ont eu lieu entre les contestataires et les forces de l'ordre à l'image de ceux du 1er octobre, autre journée de commémoration de soulèvement anti-pouvoir de 2019. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Excellente soirée à toutes et à tous.